Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Emmanuelle lève le voile sur son histoire avec beaucoup d'émotion. Elle nous parle de l'endométriose qui est venue bouleverser sa vie et décrit un corps meurtri, mais aussi cette reprise de pouvoir sur ce corps. Cet épisode met en avant la résilience et la puissance d'une femme qui, quels que soient les défis de la vie, est toujours prête à relever de nouveaux challenges. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Mélissa. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci d'avoir accepté de témoigner. Je te remercie sincèrement. Merci à toi pour cette opportunité. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je témoigne aujourd'hui. Et puis, c'est un très bel exercice. Donc, merci infiniment. Merci à toi. Écoute, on va débuter par déjà une présentation. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites. Écoute, je me présente. Je suis Emmanuelle, j'ai 33 ans. Je suis assistante sociale. Si je devais me définir, je dirais que je suis une femme qui aime les challenges, qui aime se réinventer. Je suis très créative. J'aime l'aventure, j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aime la pâtisserie, le théâtre, la musique, le carnaval. En fait, je suis assez éclectique dans la vie de tous les jours. Je touche un petit peu à tout. Et c'est vrai que depuis peu, mon parcours de vie a fait que je m'intéresse un peu davantage à tout ce qui porte attrait au mieux-être. Donc, le massage, la relaxation, l'alimentation et tout ce qui s'en rapproche. D'accord, très bien. Alors, du coup, on va commencer, on va rembobiner un petit peu le fil et on va commencer un petit peu à parler de ton enfance, de ton adolescence. Comment tu te décrirais, comment tu décrirais la jeune Emmanuelle? En fait, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que je suis d'avis que de toute façon, notre enfance influe beaucoup sur l'adulte que nous sommes et que nous devenons chaque jour. Mhm. Et quand je repense à mon enfance, je dirais que j'ai une enfance plutôt joyeuse en fait. J'étais une grande rêveuse. J'ai été une boulémique d'activités et de loisirs et de sport en tout genre. J'ai touché à pas mal de disciplines étant plus jeune. Mhm. Ma scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des résultats scolaires très corrects, une vie sociale assez riche. Mhm. Et surtout, j'avais cette soif de fonder une famille très jeune et de fonder une famille nombreuse. C'est vrai que mon expérience de vie a fait que j'ai revu un petit peu ma copie. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, si je devais revenir sur cette enfance, cette adolescence, c'est ainsi que je la retranscrirais. D'accord, très bien. Justement, tu disais que récemment, tu as dû revoir un petit peu la copie. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc en fait, il y a 3 ans, de façon un peu fortuite, on m'a diagnostiqué une endométriose. Une endométriose dont l'annonce a été un gros coup de massue, puisque de toute ma vie de jeune femme, il n'y en avait jamais laissé présager une quelconque endométriose. Mhm. Et quand on sait toutes les représentations qu'il y a autour et tout ce que l'endométriose peut nous imposer également, Mhm. effectivement, j'ai dû revoir cette copie de me dire qu'un jour j'aurai une famille nombreuse. Alors peut-être que je l'aurai, je ne désespère pas, mais c'est vrai que le parcours sera moins évident que je ne l'avais imaginé. Mhm. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'endométriose?
Alors, je vais essayer d'avoir un discours vraiment très accessible parce que mine de rien, toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet sont très techniques. C'est pas toujours évident de présenter fidèlement l'endométriose, mais pour essayer de faire simple, il faut savoir que c'est une maladie gynécologique Mhm. qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. C'est une maladie chronique qui a des Mhm. retentissements sur la vie des patientes qui en sont atteintes. Mhm. Plus précisément, c'est quoi? Au niveau de l'appareil reproducteur de la femme, Mhm. il y a ce qu'on appelle l'endomètre. Et l'endomètre, il s'épaissit en fonction, à un moment donné du cycle hormonal de la Mhm. femme. Et lorsqu'il n'y a pas eu de nidation et donc de fécondation, il va s'écouler. C'est ce qu'on va appeler les menstruations, les règles, Mhm. plus communément. Et dans le cas des femmes atteintes d'endométriose, on va retrouver des cellules qui se rapprochent de celles de l'endomètre, qui vont aller tapisser d'autres organes qui sont proches de la sphère gynéco. Donc ça Mhm. peut être les rectums, le péritoine, l'urètre, la vessie, Mhm. et ça peut aller jusqu'à migrer au niveau des intestins, du Mhm. cœur, des poumons notamment. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément qu'effectivement que ça puisse migrer même au-delà de l'appareil reproducteur. Et c'est intéressant que tu puisses justement en parler pour qu'on puisse vraiment avoir une vision assez globale finalement, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend. On a, c'est vrai, souvent la représentation de l'endométriose comme une maladie qui entraîne des douleurs, comme entre guillemets comme des règles douloureuses, même si j'imagine que c'est pas du tout comme des règles douloureuses. Et on n'a pas cette info-là, que ça puisse migrer au-delà de l'appareil génital. C'est ça. Et c'est-à-dire que sous l'influence des hormones, puisque nous les femmes, en fonction de notre cycle menstruel, on aura des fluctuations hormonales. Et donc, là où ces lésions vont aller se loger, elles vont réagir en fonction des fluctuations hormonales. D'où Mhm. le fait que les femmes atteintes d'endométriose peuvent souffrir de douleurs diaphragmatiques lorsque les lésions sont localisées au niveau des poumons, par exemple, ou au Mhm. niveau des intestins parce qu'elles auront des lésions au niveau du système digestif et ainsi de suite. D'accord. Donc justement, est-ce que tu pourrais développer un petit peu au niveau des symptômes? Je sais que les symptômes peuvent être très 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 variés. Il n'y a pas un symptôme précis pour l'endométriose, mais est-ce que tu pourrais euh, présenter un peu globalement les symptômes que les femmes peuvent avoir? Donc, le symptôme le plus commun, c'est les dysménorrhées, à savoir les règles douloureuses. C'est vrai que pour certaines femmes, ça peut être vraiment très, très, très invalidant, ayant des retentissements sur leur vie professionnelle notamment. Après, il y a des dyspareunies, donc des douleurs au niveau sexuel ou même Pendant les rapports? exactement pendant les rapports sexuels. Mhm. Il y a Mhm. les douleurs pelviennes. Il y a également des fois la défécation qui peut être hyper douloureuse, Mhm. les difficultés à uriner, les douleurs abdominales. Il y a aussi des douleurs qui peuvent irradier jusque dans la jambe. On appelle ça des cruralgies. Il y a Mhm. également les sciatiques, il y a les lombalgies, il y a les troubles digestifs. Il y a Mhm. également l'infertilité. Et en Mhm. fait, souvent, l'inflammation a tendance aussi à générer énormément d'asthénie. Donc, il y a une asthénie Mhm. chronique. Une grande fatigue. Mhm. Exactement, une grande fatigue, tout à fait. Mhm. Voilà. Mhm. Donc finalement, c'est assez vaste. C'est très vaste et effectivement, j'ai envie de dire, il y a autant d'endométriose qu'il existe de femmes atteintes Mhm. Mhm. d'endométriose parce que toutes ne vont pas développer les mêmes symptômes. Ce qu'il y a de plus ingrat, l'endométriose peut être aussi silencieuse. Moi, ça a été Mhm. mon cas, par exemple. Mhm. Pendant pratiquement 30 ans, je n'ai pratiquement pas eu de symptômes qui laissaient présager une endométriose. Mhm. Preuve aussi que les retentissements physiques, les manifestations cliniques que nous aurons, ne seront pas forcément significatifs non plus euh, de l'ampleur de l'endométriose. Mhm. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur le diagnostic? Enfin, le diagnostic a été découvert de façon fortuite. Est-ce que tu peux revenir dessus et détailler un peu?
En fait, je pense qu'il faut comprendre, il faut vraiment commencer par la genèse. J'ai été réglée à l'âge de 12 ans Mhm. et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai eu des règles douloureuses, mais pas incommodantes, c'est-à-dire que ça ne m'a jamais empêché de vaquer à mes activités. Et il semblait normal pour tous les professionnels de Mhm. santé que j'ai eu à côtoyer de me dire, tu prends des anti-inflammatoires et ça va passer. C'est Donc, ça. j'ai grandi avec cette norme que c'était normal. C'est ça. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on nous disait. Et je pense que pas mal de jeunes filles, de jeunes femmes, se disaient que les règles, de toute façon, étaient douloureuses. C'est exactement ça. C'est ça. Mm. Donc, ça a été mon quotidien pendant des années. Mais comme j'ai dit, ce n'était pas invalidant. Ça m'a pas empêché d'aller à l'école, d'avoir un cursus normal, de faire des études, d'avoir une vie professionnelle. Ça n'a pas eu d'incidence, vraiment. C'est vrai que j'étais souvent très fatiguée, mais la fatigue, on peut le mettre sur le fait de tellement de choses. Donc bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus inquiétant non plus. Jusqu'au jour, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai commencé à sentir une gêne dans le bas-ventre et qui allait, qui venait, qui se dissipait. Sans compter aussi que j'ai eu des épisodes où j'avais la sensation d'avoir des coups de poignard dans le bas-ventre. Et puis pareil, ça s'est dissipé, c'est parti. Donc, sans que j'ai eu vraiment à consulter pour ça. On n'a Mhm. pas mis de mots là-dessus, il y avait des diagnostics, on n'a même pas investigué en fait. Mhm. Et plus les mois passaient, plus la gêne que j'avais dans le bas du ventre commençait à s'amplifier. Jusqu'au jour où, une soirée qui avait tout ce qu'il y a de plus normal, au moment de me coucher, je suis prise d'une violente douleur au niveau des intestins. Alors aujourd'hui, je peux dire que c'était les intestins, mais sur le coup, c'était une douleur que je ne connaissais tellement pas que j'étais incapable de la qualifier. Mhm. Une douleur qui m'a vraiment terrassée. J'étais à quatre pattes, je rampais, j'avais même plus la force de me déplacer, d'aller prendre une douche. J'avais même plus de discernement pour savoir s'il fallait que je prenne un comprimé, s'il fallait que j'appelle les pompiers. Je ne savais plus quoi faire. Mhm. Et une violente poussée de fièvre. Donc ça a été fulgurant, ça a été éprouvant. Et le lendemain, en fait, mon ventre avait gonflé et Mhm. j'arrivais plus à marcher. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je sentais qu'il y avait un poids qui appuyait sur le bas de mon ventre. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai consulté. Donc une première fois, on m'a dit que c'était la gastro. Donc on m'a soignée pour une gastro. Donc j'ai Mhm. eu un mieux pendant quelques Mhm. jours. Puis les jours qui ont suivi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas en fait. Il y avait quelque chose d'anormal. Donc je Mhm. suis retournée consulter, donc on m'a fait des examens et là l'échographie on me dit en fait vous avez un kyste à l'ovaire de la taille d'un citron. Mhm. Énorme. Je demande au professionnel oui mais est-ce que ça explique les douleurs que j'ai et tout, donc on me dit brièvement oui ça peut expliquer. Mhm. Donc j'étais un peu dans l'incertitude, je savais pas trop, et puis là on commence à évoquer l'endométriose. On commence à lâcher ce mot-là, et pour moi c'est juste inconcevable, j'ai pas d'endométriose. Pourquoi à 30 ans une endométriose allait se révéler? Ils sont bien gentils, mais Mhm. non quoi. Mhm. Mhm. Donc après avoir vu plusieurs professionnels, plusieurs m'ont dit qu'à cette éventualité, donc il fallait envisager de faire une imagerie plus poussée, à savoir une IRM. D'accord. Et là, ça fait froid dans le dos parce que on se dit mais comment après tant d'années une endométriose peut se révéler. En plus, ma seule connaissance, ma seule représentation de cette maladie à l'époque, c'était l'infertilité. Donc tout de Mhm. suite, ça fait très peur pour une femme de s'entendre Mhm. dire que tu n'auras peut-être pas d'enfant. Mhm. Euh, Même si c'est pas ce qui a été dit, même si on n'avait aucune certitude, mais la représentation était telle. C'est la représentation que tu avais, c'est ça. Et donc du coup, non sans des angoisses, de très fortes angoisses, j'ai fait cette IRM. Ça a été éprouvant, ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie, je crois, quand Mhm. j'étais euh, quand j'étais dans cette machine avec tous ces Mhm. bruits très anxiogènes en plus. Mhm. Et après le diagnostic, il tombe. Et là, c'est le coup de massue, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, c'est mon monde qui s'effondre en fait. Mhm. Il n'y avait plus aucun doute, j'avais bien une endométriose. Et pour aller plus loin, je dirais une endométriose profonde,
sévère avec des atteintes digestives. Mhm. Donc là, on se dit, mais je m'en suis voulu. C'est marrant parce que je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais comment tu n'as pas pu sentir pendant tout ce temps-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en toi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi? En fait, je me suis dit, c'est de ma faute parce que c'est pas du jour au lendemain qu'une endométriose s'est logée dans mon corps, en fait, et que j'avais raté quelque chose. Et pourtant, je suppose que tu avais quand même un suivi gynécologique. Tout à fait. Tout à fait. Je consultais tous les ans, je faisais des examens réguliers. Ton suivi, il était fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, c'est une maladie qui est vraiment vicieuse parce que, après, en recherchant dans mon dossier médical, je me suis rendu compte que quelques années auparavant, on avait fait des investigations pour d'autres raisons. Mhm. Mhm. Et dans mon dossier à l'imagerie, c'est clairement écrit absence d'endométriose. Ah oui, c'est assez hallucinant ça. Donc, c'est très déconcertant de se dire, 4 ans avant, absence d'endométriose, et là, on découvre 4 ans après une endométriose profonde, sévère, et avec des atteintes au niveau du système digestif. Ouais, Mhm, mhm. Et du coup, au moment du diagnostic, donc c'est le gynéco qui te fait ce diagnostic? tout à fait. Ok. Et du coup, le gynéco t'explique le traitement, ce qui va suivre. Tout s'enchaîne très vite, et c'est là où c'est encore plus déconcertant, c'est que tout de suite, la première question, c'est est-ce que vous avez un désir de grossesse? Mm. Si oui, il faut pas tarder. Donc là, tout de suite, on a la pression. On se dit, mais attends, dans quoi je mets les pieds? C'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie. Je pensais Mhm, avoir toute la vie devant moi et ben lâcher prise, quoi, profiter. Et mhm, les choses se feraient naturellement. Et là, tout d'un coup, on a un peu cette pression. mhm. Donc, on me donne des traitements hormonaux. Tout de suite, faut envisager la chirurgie. Donc, Hormonaux, c'est la pilule, hein, la pilule contraceptive, c'est ça? exact. D'accord, Le fait d'être sous pilule va mettre les ovaires au repos. Sachant d'accord, que l'endométriose, c'est une maladie qui va se nourrir de nos hormones. Donc, mettre les ovaires au repos va mettre les hormones au repos. Et donc, quelque part, on la met en sommeil, entre guillemets, quand on est sous pilule. d'accord. Donc, c'était ça l'intérêt. Donc, diagnostic posé au mois de juillet. Au mois de novembre, je me fais opérer. Donc, tout s'enchaîne très, 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 très vite. Donc, oui, D'accord. madame, si vous voulez avoir un enfant, il faut envisager une chirurgie. Euh, et tout s'enchaîne très vite. Donc, pareil, même discours. Quand je rencontre le chirurgien, encore cette pression de me dire, qui me dit, mais madame, vous avez 6 mois pour avoir un enfant. C'est assez hallucinant. Donc Ouais, du coup, tout s'enchaîne. Toi, tu allais pour une douleur, on te parle de gastro, après on te parle d'endométriose, et puis là, tout de suite, la question du désir d'enfant vient, alors que tu n'y étais pas à ce moment-là, en tout cas. pas du tout, pas du tout. Donc c'est assez déconcertant. Et du coup, t'as parlé de la chirurgie. Est-ce que tu peux en parler un peu plus précisément? Alors en fait, il faut savoir que j'avais plusieurs lésions. Les lésions, donc j'en avais au niveau du rectum, j'en avais au niveau des ovaires également. Je suis partie me faire opérer en métropole, hein, dans un D'accord, centre spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose. Ça a été un choix, d'accord, ça a été vraiment un choix, d'accord. que je ne regrette aucunement d'ailleurs. Mhm. Donc au début, j'envoie tous mes résultats au professeur qui m'a suivi à distance. Mhm. Et donc on programme une chirurgie. Donc quand j'arrive sur place, la veille de la chirurgie, j'ai une consultation avec lui. On fait le point sur les lésions que j'ai. Il m'explique très très bien, avec une très grande précision, comment on va procéder. Donc on va retirer les lésions. Il m'explique la convalescence. Il m'explique la conduite à tenir après la chirurgie également. Voilà, un discours très clair jusqu'à ce qu'il m'annonce, voilà, par contre, vous avez aussi des lésions au niveau du rectum. Mhm. Il faut savoir que c'est jamais anodin d'agir sur cette zone et qu'au réveil, après la chirurgie, vous pouvez avoir une poche. Mhm. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette maladie? Elle est vraiment sournoise en fait. Mhm. On parle de règles douloureuses, on parle d'infertilité. Là, tout d'un coup, on me parle aussi d'avoir une poche, mais c'est quoi la Mhm. suite? Et clairement, j'ai paniqué. J'ai dit au chirurgien, c'est pas la peine, ne m'opérez pas parce que j'ai pas envie de prendre le risque de me réveiller avec une poche. C'est juste pas Mhm. possible. Et si vous me l'aviez dit bien avant, je ne serais même pas venue jusqu'ici, quoi. Je serais restée en Guadeloupe avec mes lésions et j'ai vécu avec mes lésions. Mhm. Donc, il essaie de me rassurer en me disant, oui, vous savez, c'est rare, donc soyez rassurés quand vous faites que, bon, il y a plus de chances que vous vous réveillez sans poche qu'avec une poche, mais c'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Mhm.
Donc bon, après, on décide de faire confiance, on lâche prise et Dieu merci, tout s'est bien passé. À mon Mhm. réveil, je n'avais pas de poche, j'ai eu une convalescence assez longue. Justement, tu as dû rester là-bas ou tu as pu repartir? Non, il fallait que je reste là-bas. J'ai une convalescence. J'ai dû rester là-bas 3 semaines. Et D'accord. mine de rien, j'ai pu reprendre le travail et des activités 2 mois après, quand même. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que tu as parlé de ton choix de partir dans un centre spécialisé. Et c'est intéressant d'en parler parce que du coup, dans ce cas-là, ta convalescence, tu étais loin de ta famille. C'est ça. Mhm, Ça n'a pas forcément été évident. Après, j'ai eu la chance quand même d'être accompagnée par des proches, hein. Donc, mhm, je n'étais pas vraiment isolée. Mais mhm, d'être loin de chez soi, c'est-à-dire de son environnement, de ne pas avoir mhm, ses repères, de ne pas avoir ses marques, de ne mhm, pas avoir son cocon, tout simplement. Le mhm, mhm, dépaysement, c'était dur. En plus, c'était les mhm. fêtes de fin d'année. Donc, Ouais. c'était compliqué. Mais j'avais un objectif en tête. C'était Mhm, vraiment, voilà. J'ai même pas envie de me débarrasser de l'endométriose parce qu'on ne s'en mhm, débarrasse pas, on la garde à vie. Mais mhm, quelque part dans ma tête, c'est comme si je prenais un nouveau départ et que, voilà, j'aurais un corps neuf, entre guillemets. C'était ça mon objectif. C'était mhm. Tu surtout ça. prenais les choses en main. C'est ça. Endométriose que je ne m'appropriais pas jusque-là, Mhm, dont je ne mhm, parlais pas mhm, et avec laquelle je n'avais pas fait corps du tout. Donc, il mhm. faut dire, hein, ça a été un long cheminement, ça aussi, hein. Mhm. Et du coup, là actuellement, le suivi que tu as, c'est un suivi avec un gynéco? C'est ça. Donc, j'ai ma gynéco avec qui je fais un suivi très régulier, très très régulier. On contrôle par imagerie également pour voir si les lésions reviennent, quelles sont leurs étendues, s'il y en a. On D'accord, réajuste. Après, j'ai fait le choix aussi de me tourner un peu vers les médecines alternatives parce d'accord. que c'est un choix personnel également, hein. Mhm, Euh, j'ai fait beaucoup de kiné viscérale pour mhm, pouvoir parce que enfin, j'ai une endométriose digestive. mhm. Donc, pour faciliter le transit, qui a tendance parfois à être un petit peu capricieux, donc j'ai fait de la kiné viscérale. D'accord. Et j'ai fait de l'acupuncture également, voilà, pour apaiser un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Donc effectivement, parallèlement au suivi classique, tu as mis en place aussi certaines choses pour améliorer un petit peu ton quotidien. C'est ça, pour gagner en confort, puisque Mhm, il y a une chose que j'ai pas pensé à préciser, mais très rapidement, il y a une chose que j'ai comprise. Je vais faire une petite digression quand même, c'est-à-dire que mhm, quand le diagnostic il tombe, je ne veux pas m'approprier cette maladie. Je suis dans le déni total. mhm, Et les maigres recherches que je m'autorise à faire sont tellement imprécises. Je comprends pas ce qu'est cette maladie. Je comprends pas comment on peut vivre avec. Je comprends pas. C'est abstrait. Mais mhm. j'étais souvent tombée sur ce qu'on appelait le régime anti-inflammatoire, donc hygiène alimentaire en fait, D'accord. qui permet de pallier aux inflammations Mhm, et qui est drastique, hein, puisqu'on doit éliminer tout ce qui est gluten, tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est viande rouge. Donc quand je dis protéines animales, ça inclut également le lactose, hein. mhm, Retirer de son alimentation la caféine, bannir autant que possible le sucre, l'alcool. mhm, Donc au début, je ne faisais pas accord avec le diagnostic. J'ai lu tout ça, mais ça me semblait très abstrait et très compliqué à mettre en pratique. mhm. Donc j'ai mis tout ça de côté et quand j'ai commencé à cheminer après ma chirurgie, quand j'ai commencé à accepter, quand j'ai commencé, parce que pour la petite anecdote, avant je disais on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Après Mhm, j'ai commencé à dire j'ai de l'endométriose. Donc mhm, quand j'ai commencé à faire phase avec cette endométriose qui faisait partie de moi, hein, cette colocataire que je n'ai pas choisie, mhm. j'ai commencé à mettre en place des stratégies, d'où la kiné, d'où de l'acupuncture et également le régime anti-inflammatoire. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai un Mhm, régime anti-inflammatoire qui m'aide énormément. mhm. Pareil, pour m'accompagner, j'ai eu à faire des séances, me faire accompagner par un naturopathe. D'accord. Mais tu vois, ça, c'est intéressant de pouvoir parler de cet aspect-là, parce que je pense qu'on n'a pas toutes ces données et toutes ces infos, justement, qui peuvent aider un petit peu à gagner un peu de confort. Parce que comme tu disais, on ne guérit pas de l'endométriose, mais on peut essayer de gagner un confort. Tout à fait. Et du coup, les infos que tu as eues, justement, tu disais que c'était très imprécis ce que tu avais eu sur Internet, etc. Est-ce que tu as eu des infos d'un autre biais? J'ai eu la chance, alors le hasard n'existe pas, et j'ai croisé la route de la
l'association Liquide Chocolat. Alors pareil, ça a été un travail de longue haleine, hein, parce qu'au début, j'avais du mal à l'idée de me dire que je vais rencontrer des femmes qui ont le même parcours que moi et j'avais pas envie d'entendre des scénarios catastrophes, en fait, d'entendre parler d'infertilité, d'entendre parler de douleur. Je voulais. Mais, chemin faisant, j'ai accepté. J'ai fait corps avec cette idée et je regrette tellement pas, en fait. Je crois que ça a été une renaissance pour moi. L'association Liquide Chocolat, c'est une association qui œuvre beaucoup, je dirais, pour aider les femmes atteintes d'endométriose à mieux vivre avec leur maladie et au détour d'ateliers sur l'alimentation, au détour d'ateliers sur la réflexologie plantaire, avec des ateliers yoga, avec des randonnées, donc des instances de socialisation, des groupes de parole. C'est d'une richesse en fait, et on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on a des parcours différents mais des histoires qui se ressemblent. On se comprend, c'est vraiment puissant en fait de se sentir comprise par des pairs, P-A-I-R-E-S. Et ça m'a vraiment aidé à cheminer. Et aujourd'hui, chose que je n'aurais jamais pensé dire auparavant, je remercie l'endométriose en fait parce que j'ai rencontré des personnes formidables, mais surtout ma vie a pris un tournant que je n'aurais pas soupçonné il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu disais que c'est très puissant de pouvoir se sentir comprise là au sein de l'association, parce que j'imagine que l'endométriose, justement, tu disais que c'est une maladie qui est insidieuse, qu'on ne connaît pas beaucoup, et la société finalement a peut-être un regard erroné et faussé sur l'endométriose. Et justement, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je ne peux que confirmer ce que tu dis quand tu fais référence au fait que la société a un regard erroné, parce que trop souvent, on associe l'endométriose à quoi? À de l'infertilité et à des règles douloureuses. Je pense que des règles douloureuses, c'est tellement quelque chose de variable en fait. On n'a pas toutes le même seuil de tolérance face à la douleur. On sous-estime, je pense, la souffrance des femmes atteintes d'endométriose. Alors qu'elle est très très grande. Elle est très très grande, elle est très profonde. Même moi, hein, des fois, je me sens même pas légitime de dire que je suis malade ou que je suis de l'endométriose, tellement je suis consciente que le regard que la société porte sur cette maladie, il est tellement infidèle, il est tellement limite, j'ai envie de dire, restrictif. Pour aller plus loin, plus d'une fois, hein, j'ai eu des anecdotes, j'en ai plein, mais je repense par exemple une fois, j'avais une proposition de sortie avec une amie et consciente que cette sortie allait tomber en plein dans une période où j'aurais eu mes règles, hein, et que je ne serais pas au mieux de ma forme physiquement pour l'accompagner. J'ai dit que je décline parce que voilà, j'aurais mes règles et en fait, elle m'a rigolé au visage. Et elle me l'a clairement dit en disant mais qu'elle a jamais entendu d'excuses aussi absurdes. Pensant que voilà, c'est un prétexte et voilà, que c'est un prétexte parce que pour elle des règles douloureuses ou invalidantes ça n'existe pas. Là encore, c'est tout un travail de déconstruction et d'information. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et de changer un peu le regard sur l'endométriose, parce qu'effectivement, je pense que c'est une maladie invisible finalement. C'est une maladie les symptômes sont minimisés et l'impact est minimisé. Et justement, je voulais que tu reviennes sur l'impact que ça a eu sur ta vie depuis ce diagnostic. Chaque fois que j'y pense, et je le dis fréquemment, vivre avec de l'endométriose, mine de rien, c'est vivre avec beaucoup d'angoisse. Parce que c'est vrai, hein, j'ai la chance d'avoir une endométriose que j'arrive à équilibrer, à stabiliser. Mais il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Et il y a des jours où je me réveille avec des douleurs aux jambes. Et du coup, je sais que ça va être compliqué de pouvoir vaquer à mes occupations pleinement. Des fois, il m'est arrivé de me réveiller avec des saignements anormaux et là de me dire mais mince, c'est quoi encore en fait? C'est quoi la suite? Quelle sera la prochaine étape? C'est vraiment ça, c'est vivre avec des angoisses quotidiennes. Et d'autant que c'est une maladie qui est tellement méconnue que même c'est difficile en fait d'avoir une prise en charge qui soit à la hauteur de nos attentes, je pense. On aurait aimé, je pense, comme
d'autres pathologies que tout de suite on nous dise ok c'est ça, on va prendre en charge de telle et telle manière et ça va disparaître ou ça va se réguler ou autre. Sauf que là on n'y est pas. Il y a encore tellement de chemin à faire en fait concernant l'endométriose, donc c'est pas évident. Mais pour répondre plus précisément à ta question, les retentissements sur ma vie personnelle, ils sont vastes. Notamment sur ma vie sociale, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, je suis obligée de m'astreindre à un régime anti-inflammatoire, ce qui fait que j'ai une très très grande rigueur au quotidien dans mon alimentation. J'ai dû vraiment revoir toute mon alimentation. Alors aujourd'hui, sans frustration aucune, hein, je vis très très bien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand par exemple je suis en groupe, que je suis de sortie, que je suis invitée quelque part, c'est gênant en fait de ne pas de devoir imposer en fait quelque part mon régime aux autres ou de ne pas pouvoir toujours Les sorties au resto, par exemple, les sorties au resto sont peut-être plus compliquées. exactement les sorties au resto, se dire bon j'ai faim, je m'achète un sandwich, ah ben non il y a du gluten, ah non mais il y a de la crème, enfin ce sont des réflexes très qui peuvent sembler anodins mais ça peut être des fois un petit peu déroutant en fait au quotidien. Surtout que moi, j'ai une endométriose digestive et donc qui nécessite normalement que je mange en fractionné, chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal, pour le coup, à m'astreindre. J'ai tendance au contraire à avoir des formes de boulimie, clairement. Et du coup, ça génère des inconforts digestifs. Donc en fait, quotidiennement, il y a toujours quelque chose qui vient me rappeler, ouais, mais tu sais, t'as une endométriose en fait, hein. Tout ne va pas, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas très clean en fait. Et des fois, on regarde autour de soi, on se dit, wow, j'aurais aimé pouvoir manger comme je veux, quand je veux, sans avoir tous ces inconforts, sans avoir toutes ces réflexions, toutes ces angoisses. J'aurais aimé pouvoir programmer une grossesse comme le font tant de femmes, me dire, bon, ben, le mois prochain, j'arrête la pilule, je tombe enceinte, le mois qui suit, comme ça, mon enfant va naître à telle ou telle période. J'aurais aimé ne pas aussi me dire que je dois passer par tout. C'est-à-dire que tu as le sentiment que ta vie, entre guillemets, manque un peu de spontanéité par rapport à Oui, l'endométriose qui te rattrape. vraiment. Constamment, elle est vraiment rythmée par cela et même du coup, ben, dans tous les domaines de ma vie. Même au travail, parfois, je le ressens parce que j'ai pas forcément la même énergie de couple. Mais pareil, parce que c'est une pression énorme, en fait. Quand on sait qu'il y a beaucoup de couples qui ne résistent pas aussi, il y a des couples qui, à terme, se séparent parce que ça devient compliqué à gérer au quotidien de composer avec l'endométriose. Donc, j'ai beau essayer de trouver un équilibre, mais c'est aussi énergivant finalement d'essayer d'assurer dans tous les domaines, d'avoir un équilibre et de ne pas pouvoir juste lâcher et se dire bon, je me laisse planter, je vis quoi. C'est pour ça que finalement les temps avec l'association, avec les femmes qui partagent les mêmes entre guillemets les mêmes expériences de vie, pas forcément besoin de vous justifier, Non. d'expliquer. On est vraiment en phase sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va s'autoriser, on va pouvoir parler en toute transparence des difficultés et on va se comprendre, on n'aura même pas peur d'être jugé parce qu'on traverse les mêmes choses en fait au final et on peut en parler en toute transparence, en toute bienveillance. On sait que l'autre comprend, on sait que l'autre connaît, on sait que l'autre sait et voilà. Et c'est vraiment, j'ai vraiment besoin de ces bouffées d'oxygène et c'est vraiment vraiment important d'avoir ces espaces-là. Ouais. C'est une belle initiative, en tout cas, la création de cette association est vraiment super. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la notion de fertilité avec l'endométriose parce que c'est vrai que au-delà des règles douloureuses, la première chose aussi effectivement à laquelle on pense, c'est l'impact de la fertilité. Est-ce que tu pourrais en parler? Alors, je tiens déjà à dire que il faut dissocier infertilité de stérilité. Parce que quelques fois où j'ai eu à parler de mon endométriose sur les réseaux ou même publiquement autour de moi, beaucoup de gens me disent «Ah, tu pourras pas avoir d'enfant». Comme si pour eux, infertilité, c'est stérilité. Et en fait, non, ce sont deux choses à distinguer. Hein. Infertilité, c'est quand ça tend à être un peu plus compliqué. De pouvoir procréer naturellement, alors que la stérilité, effectivement, on est dans l'incapacité
de procréer. Et donc, avec l'endométriose, c'est vrai que on a, ou pas, parce que certaines femmes tombent enceintes naturellement et découvrent leur endométriose après des grossesses menées à terme. Donc, voilà, c'est assez aléatoire. Hein. C'est très particulier, en fait, de comprendre un peu il n'y a pas de logique. Il faut savoir qu'une femme normale, déjà, de façon générale, avec l'âge, sa réserve ovarienne, elle diminue. Les femmes atteintes d'endométriose sont encore plus sujettes à cette diminution de la réserve ovarienne. Donc, de fait, on a tendance à nous inciter à avoir des enfants assez rapidement, si on a ce désir, en tout cas, de grossesse et tout. Donc, on a la médecine qui nous pousse à entrevoir une grossesse, mais on a aussi, au-delà de ça, cette pression sociale. Dans la société, on a l'impression qu'une femme, pour être épanouie, pour être complète, entre guillemets, elle doit être mère, elle doit porter et donner la vie. Donc, quand on a toute cette pression qui plane au-dessus de notre tête et qu'on côtoie quotidiennement dans notre entourage familial, professionnel, social, amical, ça devient très compliqué aussi à gérer. On n'a pas forcément toujours envie de se justifier parce qu'il y a une part de pudeur aussi. On n'a pas forcément envie de dire, ouais, mais tu sais, moi, mes ovaires, ils sont un petit peu fatigués, donc voilà. Mais c'est très très compliqué à gérer quotidiennement et pendant longtemps, parce que quand on a diagnostiqué l'endométriose, on m'avait dit, madame, vous avez 6 mois après la chirurgie tombée enceinte. Donc c'est très violent. C'est hyper violent, c'est clair. Voilà, ça a été très 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 violent. Donc je n'ose même pas décrire aujourd'hui tous les mécanismes par lesquels j'ai pu passer dans ma tête. Et après je me suis dit, ben allez, vas-y, lâche prise. J'ai lu des témoignages de femmes qui m'ont rassurée sur le sujet et je me suis dit, lâche prise, on va pas se formaliser et tout. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué de vivre avec la pression sociale où on nous dit souvent faut pas tarder, ou même des fois les gens qui savent que j'ai de l'endométriose qui me disent aussi, ah mais de toute façon je sais que tu auras un enfant. Et c'est d'une violence en fait de s'entendre dire je sais que tu auras un enfant, parce que c'est, les gens n'ont pas aidé à l'instant où ils posent ces mots-là, de tout le cheminement, de tout le combat intérieur que je suis en train de mener. Et peut-être que les choses ne sont pas aussi évidentes et aussi simples en fait. Et c'est très particulier. Mine de rien, donner la vie, c'est le propre de la femme. Ce qui va distinguer une femme d'un homme, c'est quoi? C'est ça, en fait. C'est sa capacité à donner la vie. Et on voit cette capacité être altérée à cause d'une pathologie, mais c'est très dur. Parce que c'est notre identité, c'est notre moi, c'est notre féminité qui est touchée dans ce qu'elle a de plus profond. Donc, c'est éprouvant. C'est très éprouvant. Effectivement, la société attend que les femmes soient mères, puisque la société attend que les femmes s'épanouissent de cette façon-là. Et d'autant plus, effectivement, pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, où effectivement la pression, elle est décuplée. Justement, est-ce que tu peux développer un petit peu le parcours par lequel tu passes dans ce combat? Alors en fait, mes lectures, mes recherches m'avaient guidée il y a quelques années de ça déjà vers la conservation d'ovocytes. Les ovocytes, ce sont les cellules reproductrices de la femme, pour être plus précise. Et je m'étais dit, bon, en fait moi je suis quelqu'un, je ne sais pas lâcher prise, je suis très rigide. Donc je m'étais déjà dit, bon, je prévois un plan A, un plan B, un plan C. Donc, même si le plan A serait de tomber enceinte naturellement, j'aurais bien aimé avoir ce plan B en me disant, j'ai bien envie de congeler mes ovocytes. À l'époque, c'était pas une pratique courante puisque c'était pas légal en France. Il fallait le faire à l'étranger. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Et voilà, je n'étais pas forcément prête à me pencher là-dessus davantage. Et en 2021, il y a la loi de la bioéthique qui a permis de légaliser cette pratique, qui est accessible à toutes les femmes dorénavant. Et je me suis dit, je pense que ouais, j'ai bien envie aujourd'hui de tenter cette expérience qui pourrait me servir à moi, mais qui pourrait aussi demain, si je le décide, servir à d'autres femmes, parce que je pourrais aussi faire don de ces ovocytes qu'on m'aura prélevés. Donc tout récemment, j'ai eu recours à cette pratique qui est la cryoconservation d'ovocytes. D'accord. Et qui se fait ici, en Guadeloupe. Qui se fait en Guadeloupe, tout à fait. Oui. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir en parler parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on sait. Tout à fait. Si je peux aller plus loin,
Alors, c'est vrai que on n'en parle peut-être pas suffisamment et on gagnerait à communiquer davantage sur le sujet parce ça peut servir à soi-même si on a un désir de grossesse dans les années qui viennent, mais ça peut aussi servir, si on le souhaite, à d'autres femmes si on décide de faire don de nos ovocytes. Mais il est important de bien réfléchir avant de se lancer parce que c'est jamais anodin, hein, ce type d'intervention. Il y a tout un protocole médical également à respecter. Donc, pour avoir recours à la cryoconservation, la ponction est possible chez toute femme âgée entre 29 ans et 37 ans. Mhm. Et les ovocytes seront congelés jusqu'à leurs 45 ans. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est quelque chose qui se fait en Guadeloupe, mais c'est vrai que faut quand même avoir un avis médical au préalable. Il y a quand même pas mal d'examens à faire au préalable aussi. Enfin, voilà. D'où le fait que je dise que c'est pas anodin, qu'il faut vraiment réfléchir et se sentir prêt avant de se lancer. Et c'est quelque chose qui peut être un peu éprouvant aussi pour la personne Ah qui oui, suit ce oui, oui. parcours-là. Totalement, totalement. Psychologiquement et physiquement, vraiment. Mhm. Parce que, comme je vais me répéter, mais c'est pas rien en fait. C'est pas rien. Déjà, c'est une stimulation ovarienne, donc avec des injections d'hormones. Donc, on sait bien Mhm. les hormones, tout comment elles peuvent agir sur les émotions, sur le corps, sur pas mal de choses et même psychologiquement, je pense que ça peut être éprouvant également. Mhm, Voilà. mhm. Ok. Est-ce que tu peux maintenant nous dire comment tu te sens maintenant actuellement? Parler de ton corps qui est meurtri par les douleurs, qui a été aussi meurtri par la chirurgie. Et c'est vrai que c'est ce corps aussi, c'est cet outil que tu utilises aussi dans le domaine de l'art. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Comme tu l'as si bien dit, mon corps a été meurtri, a été endolori. Je le sens dysfonctionnel. Depuis ma chirurgie, j'ai quand même perdu pas mal de poids. Mhm, Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, mais est-ce que tu es en phase avec la personne que tu as en face de toi? Je me suis interrogée en fait sur ce corps, voilà. Et j'ai voulu me le réapproprier, j'ai voulu prendre soin de lui, j'ai voulu le magnifier. Donc voilà, j'ai fait du sport pour me reprendre en main. Ça a été aussi ça a été à la fois un exutoire, mais ça a aussi eu des vertus thérapeutiques. mhm, Mais ça m'a aussi aidé à regagner en confiance. Parce que voilà, j'ai vu mon corps se raffermir, se galber et tout. Et après, je me suis dit, mais tu as un premier amour que tu as côtoyé très jeune, qui peut être intéressant de renouer avec, c'est la photo. mhm, J'ai recommencé la photo récemment comme ça. Et très rapidement, c'est devenu vraiment un outil thérapeutique pour moi. mhm. C'est vraiment un véritable moyen d'expression et je m'éclate en fait aujourd'hui à laisser mon corps s'exprimer. C'est vraiment ça. C'est un instrument dont j'ai su faire ma force au final. Mhm, Et c'est quelque chose qui est très libérateur également. mhm, Finalement, de faire de ce qui aurait pu être ma faiblesse, d'en faire ma force, tout mhm. Donc simplement. c'est ça, c'est la reprise de pouvoir sur ton corps finalement. Exactement. Mm. Quoi justement pour toi c'était important de témoigner et pourquoi c'est important de continuer à témoigner justement sur l'endométriose? Pour plusieurs raisons, en fait, la première, c'est que on n'en parle pas suffisamment. On commence à en parler, mais on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous autour de la femme infertile, autour de la femme qui ne peut pas enfanter. Je pense que c'est un peu dans l'inconscient collectif, c'est un peu dans notre culture. Il y a une forme il y a de malédiction, il y a beaucoup de Mhm, représentations autour. Et puis, on a beau dire, hein, on nous a inculqué qu'il faut pas parler de soi, faut garder nos affaires cachées, entre guillemets. mhm, mhm, Et alors que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur coin, qui souffrent en silence, mhm, qui ne savent pas en fait vers qui se tourner, qui ne savent pas à qui s'identifier. Et je pense qu'aujourd'hui, libérer la parole, c'est très important. C'est très important pour dédramatiser, pour montrer que voilà, on n'est pas seul. Nous sommes toutes ensemble. On a le même combat. Et je ne parle même pas forcément que des femmes atteintes d'endométriose, mais de toutes les femmes en fait. Nous sommes ensemble. On a toute cette force, cette puissance en nous. Et aujourd'hui, je me dis plus que jamais,
nos faiblesses, nos difficultés, nos parcours de vie devraient vraiment être des catalyseurs pour nous permettre d'avancer dans notre vie. Et, euh, et j'irai même plus loin. À la base, je voulais témoigner de façon anonyme. Et C'est vrai. plus j'ai avancé dans ma réflexion, plus j'ai préparé l'enregistrement, plus je me suis dit, mais ça n'aura pas la même portée, mais même pour toi, en fait. Lève le voile, émancipe-toi de tous les préjugés et sois cette voix qui va peut-être susciter un déclic, même si c'est chez une personne, mais qui va peut-être susciter un déclic, soit cette personne qui va faire germer des graines et qui peut-être un jour vont porter des fruits, pourquoi pas. Donc, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de témoigner, de raconter mon histoire et voilà, ça a été thérapeutique pour moi. C'est aussi thérapeutique pour moi, il faut pas croire, hein. C'est très éprouvant émotionnellement, mais au moins, waouh, c'est libérateur. En tout cas, merci encore, vraiment, c'est vraiment avec beaucoup d'émotions vraiment que que je t'écoute et je sais que finalement, ça a eu la portée aussi que ça devait avoir. Et avant même finalement la publication de l'enregistrement, le fait que tu aies pu cheminer sur tout ça, c'est super, c'est vraiment super. Donc encore merci pour ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront à travers ton témoignage, qui se diront qu'elles ne sont pas seules et qui auront aussi certaines billes parce que finalement tu as pu transmettre certaines infos, des choses qui existent en Guadeloupe, qui sont parfois méconnues. Et puis tu as pu aussi à travers ton discours et tout ce que tu fais au quotidien montrer qu'il est possible effectivement de reprendre le pouvoir et de transformer effectivement une faiblesse en force et de poursuivre sa vie de façon différente, c'est sûr, mais avec d'autres armes finalement. Tout à fait. Donc du coup, pour finir notre discussion, on va passer à la signature du podcast. Je vais te demander de te décrire en 3 mots, s'il te plaît. Waouh, c'est pas un exercice facile. Le premier, je dirais résiliente. Résiliente, mon parcours de vie le montre, hein, encore une fois, aujourd'hui, je pense. Combative. Parce que, waouh. Il en faut de la force. Il en faut Oui, de la force. oui. Et même quand je suis au plus bas, j'ai toujours cette faculté à, à me relever et puis après à voilà, revenir en force, en fait, hein, comment, si je peux dire ça ainsi. Et, et en fait, s'il y a un troisième mot j'ai beaucoup réfléchi pour le troisième mot, mais j'ai envie de dire empuissanceuse. Alors, c'est pas forcément un terme qui est très commun, qu'on a l'habitude Est-ce que d'entendre. tu peux l'expliquer? Alors, à l'origine, j'avais envie de dire ambassadrice. Mais j'ai trouvé que c'était pas suffisamment fidèle à ce que je voulais retranscrire. Pour être plus précise, en puissanceuse de l'endométriose, j'aurais pu choisir le terme ambassadrice, mais je trouve qu'il n'était pas suffisamment évocateur de ce que je veux retranscrire et de ce que je veux impulser à travers ma démarche. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être cette voix qui fera effet de résonance en plus d'une, pour que chacune en fait se dise bon ben ok, je vis au quotidien avec une maladie chronique qui est parfois invalidante, incommodante, mais je peux en faire une force et reprendre le pouvoir dans plus d'un domaine en fait au final. Et nous sommes toutes des femmes brillantes, nous sommes toutes des femmes puissantes. Et je pense que faut pas laisser nos limites nous faire douter de notre puissance, de notre pouvoir. Et je vais conclure avec une phrase d'un célèbre chanteur, si je peux le citer, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Il y a Bob Marley qui a dit tu ne sais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Et je pense que cette phrase a fait écho en moi plus d'une fois dans mon combat. Et voilà, j'avais à cœur aujourd'hui de conclure sur cette note. Tout simplement. Merci. En tout cas, merci Emmanuel. Merci infiniment pour la sincérité de ton témoignage, sans tabou, avec beaucoup d'émotion. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi et puis merci de mettre en lumière hein, mon témoignage et peut-être la réalité de plus d'une. Merci beaucoup.
Et merci pour ta bienveillance également. Merci à toi. À bientôt, Emmanuel. À bientôt. C'était le 2e épisode de Bicafam. Je remercie sincèrement Emmanuel pour sa confiance, qui a témoigné sans tabou, avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi, dans 2 semaines, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.